M. Pompidou, l'autre soir, ici même, vous a expliqué que son gouvernement avait apporté la prospérité aux Français. Examinons ce qu'il en est. Pour beaucoup de raisons, les découvertes de la science, les réussites de la technique, l'augmentation de la population, les bienfaits de l'instruction, que sais-je encore. La France, comme toutes les nations évoluées du monde, produit de jour en jour plus de richesses. Qu'il y ait donc chez nous, depuis 20 ans, un progrès continu de notre économie, ce n'est pas un miracle, c'est normal, et c'est ainsi que cela se passe partout ailleurs. Mais la France ne vit pas dans un circuit fermé. Elle est dans le marché commun. Cette Europe sans frontières intérieures et donc sans protection douanière pour nos produits. Or, dans la compétition internationale, il ne s'agit pas d'aller vite, il faut aller plus vite que les autres. Eh bien, à l'exception du Luxembourg, nous portons la lanterne rouge pour l'élévation du niveau de vie, le développement de la production industrielle. Nous sommes en retard sur les autres. C'est ainsi que l'on perd les batailles modernes, et non plus comme à Sedan ou comme à Waterloo. C'est ainsi que l'on compromet l'indépendance nationale, c'est-à-dire la capacité de la France à dominer le présent pour préparer l'avenir. Mais qui est responsable de cette situation? Nos savants, nos économistes, nos techniciens, nos ingénieurs, mais ils sont comme les autres, victimes des effets de cette politique de stagnation qui se décide en dehors d'eux. Il est plus juste de situer cette responsabilité où elle se trouve, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État et du Premier ministre, et de demander à ceux-ci comment il se fait que la France, malgré tant de travail, soit encore à la traîne de la course européenne à la puissance économique. Mais qu'y faire? Monsieur le Premier ministre est très content de lui. Michel Jazy court-il les 2000 mètres en 4 minutes 56 secondes 2 dixièmes, et c'est lui qui ramasse le bouquet de fleurs, comme s'il était le recordman du monde. Vous avez vu cet essaim de ministres se répandre à travers le pays afin d'inaugurer à tour de bras des réalisations parfois vieilles de 10 ans, ou poser toutes ces premières pierres qui ne sont suivies d'aucune autre. Au train où vont les choses, je me demande si l'un de ces dimanches, on ne verra pas le général de Gaulle inaugurer la Tour Eiffel. En vérité, la politique actuelle est comme le chloroforme. Elle entretient de beaux rêves, mais prépare de tristes réveils. Oh, je le sais, les dirigeants de la Ve République invoquent la stabilité, et je suis d'accord avec eux. Mais je leur pose 2 questions. Peut-on dire que dans un pays, il y a stabilité quand le plus grand nombre de ses habitants vit dans l'insécurité? Peut-on dire qu'il y a stabilité quand les fruits de la production, dus à l'effort de tous, ne profitent qu'à quelques-uns? Je vous ai expliqué de quelle manière la France, depuis le fameux plan de M. Giscard d'Estaing, qui a freiné cette expansion, a pris sur ses voisins un retard considérable. Je veux vous expliquer maintenant comment le gouvernement abandonne aux plus puissants et aux plus riches le principal bénéfice de votre travail. Mais prenons des exemples. Quel peut être le sentiment de sécurité, donc de stabilité, pour le salarié de l'industrie qui rentre chez lui le soir avec l'angoisse au cœur parce qu'il ne sait pas s'il aura du travail demain? J'exagère, mais les indications du plan disent que si l'on y prend garde, il y aura 600 000 chômeurs en 1970, et l'on n'appelle pas chômeurs tous ces jeunes gens au sortir de l'école, munis d'un diplôme professionnel ou technique, et qui ne trouvent pas de travail. Ils sont 17% dans le Nord. Et l'on n'appelle pas chômeurs ceux qui perdent des heures et des heures de travail, et donc une part importante de leur salaire. Quelle peut être la sécurité ou la stabilité pour le quart des salariés français qui perçoivent moins de 55 000 anciens francs par mois, pour ceux qui sont soumis à des travaux pénibles et auxquels on refuse l'abaissement de l'âge de la retraite? Quel peut être le sentiment de sécurité pour ces agriculteurs qui avaient obtenu en 1957 l'indexation des prix agricoles sur les prix industriels? On les en a privés en 1959 sous le gouvernement de Michel Debré. C'était peut-être une mauvaise politique, alors il fallait en proposer une autre. Et l'on a entendu depuis lors M. Pisani vanter les réformes de structure, et puis M. Garfort, on l'a vu faire le contraire. Où en est le rattrapage du revenu agricole?
la parité pour l'enseignement, la protection sociale, les conditions de vie. Et comment ne pas penser à ces milliers de foyers paysans qui hier étaient accrochés au sol de leur père dans l'exploitation familiale et demain iront battre le pavé des rues des banlieues de nos villes à la recherche d'un toit et d'un emploi. Le commerçant, l'artisan, soumis à la tracasserie administrative et fiscale, seul groupe socio-professionnel, indépendamment de la loi qui vient d'être votée, à être encore à l'écart d'une législation sociale. Sécurité, stabilité pour le rapatrié d'Algérie qui n'a pas l'indemnisation, pour l'ancien combattant qui n'a plus le rapport constant, pour la personne âgée qui attend et qui ne peut pas attendre, pour la femme avec son salaire d'injustice et vouée par la loi à rechercher, on ne sait comment, les conditions d'épanouissement de sa famille. Ah, véritablement, si je vous pose toutes ces questions, c'est parce que la stabilité politique, tellement nécessaire, perd une partie de ses bienfaits dès lors qu'elle ne débouche pas sur la démocratie sociale. Nous n'avons pas seulement besoin d'une France plus prospère, nous avons besoin d'une société plus juste, et il n'y a pas de politique de progrès hors des chances égales pour tous et de la juste répartition du produit, de la richesse nationale. Mais là, je m'interroge, comment se fait-il que le gouvernement, qui dispose de tant de moyens et qui comprend des hommes de valeur, n'ait pas agi dans ce sens? C'est qu'il ne le peut pas. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème politique. Et toute politique est un choix. Quel est le choix du gouvernement conservateur de M. Pompidou? Eh bien, par nature, et forcément, il ménage les monopoles. Il refuse forcément de maîtriser les banques d'affaires. Il hésite forcément à juguler la spéculation foncière. Le pouvoir personnel et le pouvoir de l'argent, n'est-ce pas, sont de la même famille. Alors, que fera la fédération de la gauche au pouvoir? Je vous le garantis, pas tout et n'importe quoi. Elle appliquera son programme, dont les lignes sont fixées à court et à moyen terme, mais aussi les moyens de l'application. Elle sait qu'on ne bâtit pas une politique sociale sans de solides fondements économiques. Au reste, à notre époque, ce n'est plus la droite, mais la gauche qui détient le secret de l'économie moderne. En Grande-Bretagne, on a voté travailliste pour sauver la monnaie, mise en péril par les conservateurs. Mais pourquoi la gauche? Parce que seule la gauche peut imposer un plan démocratique, organiser l'expansion continue, orienter les investissements, assurer le plein emploi, réformer la fiscalité. Telle est en tout cas la volonté de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, au nom de laquelle je parle ce soir. Et puis, vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit, rien n'est possible sans la confiance populaire. Puis-je, au nom de la Fédération de la gauche, n'ai-je pas le droit de vous demander votre confiance pour tous ces candidats? Mais le gaullisme, au point où nous en sommes, que fait-il? Il achète des suffrages en vendant des promesses. Il promet une législature sociale comme il a promis naguère l'année sociale, celle qui a battu le record des grèves. Il promet, après avoir refusé l'amélioration des salaires de misère, cette réforme biscornue qui porte le nom d'amendement Vallon. J'entendais, en souriant, l'exposé de M. Capitan hier soir, qui laissait croire que pour ce régime qui soupe à la table des maîtres de l'argent, il était question de réformer le capitalisme par voie de référendum. D'autres, je le sais, rêvent à cette vieille association Capital-Travail qui dort depuis plus de 20 ans sous la poussière des intentions défuntes. Oui, le gaullisme achète. Oui, le gaullisme rêve. Le gaullisme promet, et cela dure depuis 8 ans. Mais du fond de notre peuple a déjà surgi la réponse. Trop tard, Monsieur Pompidou, trop tard.